Bonjour à tous. Nous en sommes à l'étape 4, maîtrise de l'épreuve disciplinaire pour réussir le CAPET externe en économie-gestion. Donc l'épreuve disciplinaire, c'est une première épreuve qui dure 5 heures quand vous allez passer le CAPET. Donc je vous rappelle qu'il y en a deux, il y a l'épreuve disciplinaire et l'épreuve disciplinaire appliquée. Donc là on est sur la première, l'épreuve disciplinaire. Donc l'épreuve disciplinaire, comment elle se décompose? Elle se décompose en 3 parties. Une partie économie, une partie droit et une partie management. Donc ce que je vous recommande, c'est comme la partie économie-droit, elle vaut 60 points à peu près, 30 points pour l'économie, 30 points pour le droit, et que le management, elle vaut à peu près 40 points, c'est de répartir votre temps en fonction des points que ça peut vous rapporter. Donc, c'est-à-dire à peu près 1h15 sur l'économie, 1h15 sur le droit et 2h30 maximum sur le management, tout en vous gardant un temps de relecture qui va être nécessaire pour corriger les erreurs de syntaxe et les fautes d'orthographe. On va d'abord voir la partie économie et pour ça, on va explorer un peu le rapport de jury. Donc, rapport de jury que je vous détaillais dans l'étape 1. Donc pour la partie économie, dans un premier temps, ce qui va être important, c'est de décrypter la consigne. Donc qu'est-ce qui vous est demandé dans un sujet? Et pour ça, on va reprendre le sujet qui est tombé en 2024 au CAPET. Donc vous aviez un premier sujet en économie. Donc là, vous voyez que vous avez l'économie, après vous avez le droit et ensuite le management. Donc en économie, qu'est-ce qu'on a? Première chose à faire, déjà, vous regardez le travail à faire et les annexes. Donc là, vous avez juste une annexe qui est un tableau et vous avez deux travails à faire. Vous avez un premier travail qui vous dit exposer les enjeux de la politique sociale et ensuite un deuxième travail qui vous dit à partir du document suivant, donc l'annexe, et de vos connaissances. Et là, vous avez deux questions. Rappeler les notions de PIB, dépenses de consommation finale, montrer l'interdépendance de ces deux agrégats. Et vous avez une deuxième question, analyser l'évolution du PIB et de ses composantes pour la période 2019-2022. Là, il vous précise que l'annexe, il vous donne son nom et la période. Donc, ce qui veut dire, c'est que l'annexe, si on regarde le tableau, évolution du PIB de ses composantes, elle va pas forcément vous être très utile pour répondre à la première question. Donc la première question, il va falloir la traiter tout seul avec ce que vous savez. Donc ce qui est important, c'est de voir, parce qu'il faut pas tomber dans le hors-sujet, c'est qu'est-ce qu'on attend de vous quand on vous dit exposer les enjeux de la politique sociale. Donc la première chose que vous allez faire, c'est déjà d'identifier exposer. Donc exposer, si on reprend les verbes qui sont utilisés quand on donne des consignes, parce que en fait la plupart du temps, les consignes qui vous sont données, ou sont données aux élèves aussi, commencent par un verbe. Donc là vous avez exposé, là vous avez rappelé, là vous avez montré, et là vous avez analysé. En fonction du verbe qui est utilisé, c'est pas la même chose qui va être utilisée. Donc sur exposer, le gros danger qu'il va y avoir sur cette consigne-là, c'est que on a l'impression qu'on attend un déroulé de cours. Voilà, les enjeux, c'est ça, blabla, blabla. Et en fait, c'est très risqué parce que si vous regardez le rapport de jury, donc là, j'ouvre le rapport de jury dont je vous ai parlé sur l'étape 1. Donc économie, première question, exposer les enjeux de la politique sociale. Donc on vous dit quelque chose de très important, c'est que ce n'est pas un cours, il n'est pas attendu de réciter un cours, mais bien d'exposer une réflexion s'articulant autour d'une problématique économique. Donc vous avez un sujet qui paraît un peu bateau, et en fait, il va falloir aller creuser un peu plus loin. Donc avant de lire le détail du rapport de jury, la première chose à faire, donc décrypter la consigne, identifier. Est-ce qu'on est sur une question de cours ou est-ce qu'on est sur une question de dissertation? Dans tout sujet en économie, vous allez avoir une question de dissertation et une ou deux questions de cours. Si on reprend notre sujet, en fait, vous voyez que dans rappeler les notions de PIB et montrer l'interdépendance et dans analyser l'évolution du PIB de ses composantes,
on n'est pas sur une dissertation. En général, la dissertation, c'est une question ou un sujet tout seul. Donc là, identifier lequel est une dissertation. Donc c'est le premier qui était une petite dissertation attendue. Donc là, le travail qui va devoir être fait, c'est de problématiser ce sujet-là. Donc, comme on est sur première chose, donc décrypter la consigne. Donc là, je vous ai dit en fonction du verbe utilisé. Quelles sont les notions utilisées. Donc là, il va falloir, dans tous les cas, définir les notions. Donc là, il faudra définir le terme politique sociale pour cet exemple-là. Si je reprends le rapport de jury, il vous le dit clairement, une définition de cette notion et de ses objectifs était d'abord attendue. Donc commencez par définir, que ce soit pour une question de cours ou pour une dissertation. Donc là, on va déjà aller voir la question de dissertation, puisque c'était la première qui était posée. Donc là, je vous conseille, vous répartissez votre temps, vous gardez... alors moi, je disais plutôt 20-30 minutes pour la question de cours et 45 minutes à 1 heure pour la dissertation, sachant que là, vous avez 2 questions plutôt d'analyse de documents. Donc, gardez peut-être 45 minutes pour la dissertation et le reste du temps sur les 2 questions qui n'étaient pas vraiment là des questions de cours, mais plus des questions d'analyse de documents. Donc pour la question de dissertation, donc là je vous ai détaillé en plusieurs étapes. Donc vous avez déjà la préparation au brouillon. Donc vous avez défini vos termes. Quelle est l'actualité du sujet sur les politiques sociales? Demandez-vous pourquoi on vous demande d'exposer les enjeux de la politique sociale. Donc c'est là que la veille sur les sujets économiques va vous apporter quelque chose, parce que si vous écoutez des podcasts ou des vidéos sur l'actualité économique, sur les politiques sociales, ou même les émissions que je vous recommandais comme les experts, vous verrez qu'il y a un gros sujet de financement. Donc clairement, là on va avoir une tension, c'est la tension dans le sujet qu'il faut identifier. Ça va être autour, les enjeux de la politique sociale quelque part, c'est d'arriver à la financer. Il y a plein de bonnes choses que ça apporte, comme la justice sociale, l'égalité, mais il faut la financer. Donc là, vous avez quelque part, en vous posant la question de l'actualité du sujet, sur pourquoi est-ce qu'on me pose cette question aujourd'hui, et c'est pour ça qu'avant, il faut avoir bien défini le terme, parce qu'on est sur la politique sociale, on n'est pas sur de la politique budgétaire, et vous allez trouver pourquoi ce sujet-là, pourquoi la politique sociale est questionnée aujourd'hui, et ça va vous aider à faire votre plan. Ensuite, vous pouvez dérouler ce qu'on appelle un raisonnement quintilien. Donc là, ça va être, vous partez de... Je ne sais pas si vous connaissez, mais quintilien, en fait, c'est une série de questions que vous allez vous poser. Donc on dit qu'on commence par qui, quoi, où, comment, pourquoi. Donc à partir de ça, vous allez vous dire de quoi on parle en fait. Qu'est-ce qu'il y a dans la politique sociale? Est-ce qu'il y a la redistribution, la justice sociale? Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Là, je vous mets le rapport de jury parce qu'ils nous ont mis pas mal de choses. Protéger les catégories vulnérables. Et de qui on parle? Sur qui pèse en fait la politique sociale? Elle pèse plutôt sur les salariés, sur les entreprises. Donc, en termes économiques, on va dire plutôt sur les ménages, pour les appeler en termes avec les vrais termes des agents économiques, les ménages. Est-ce que ça pèse plutôt sur les entreprises? Les entreprises, c'est les sociétés non financières en termes économiques. Est-ce que ça pèse sur d'autres acteurs économiques? A priori, c'est essentiellement sur les salariés et sur les entreprises ou sociétés non financières. D'où on parle? Politique sociale. Où? En France, à l'étranger. Où ça, à l'étranger? En Europe, aux États-Unis. Donc, en général, dans les sujets, on attend plutôt que vous traitiez quand même la France,
puisque c'est notre pays et c'est ce qu'on traite en priorité avec les élèves et les étudiants. Mais c'est intéressant de faire des comparaisons avec ce qui se fait à l'étranger. Par exemple, aux États-Unis, la politique sociale, elle ne pèse pas uniquement sur les salariés, d'ailleurs, elle pèse beaucoup moins, puisque et sur les entreprises, parce qu'il y a beaucoup moins de politique sociale, c'est les personnes, les ménages qui vont directement la financer. Donc elle va beaucoup moins peser sur les entreprises en fait. Et ensuite, comment la finance? Donc comment la finance? Est-ce que c'est par l'impôt? Est-ce que c'est par des cotisations sociales? Est-ce que c'est un peu chacun pour soi, comme un peu aux États-Unis, avec un modèle de capitalisation, avec par exemple des fonds sur lesquels on placerait, des assurances, un modèle d'assurance plutôt privé, public. Et ensuite, pourquoi? Alors sur le pourquoi, c'est pourquoi on va mettre en place ces politiques sociales. Là, on va retrouver aussi les principaux enjeux. Donc les réductions des inégalités, la justice sociale, la redistribution, mais aussi, pourquoi? Parce que ça peut relancer la croissance économique. Alors sans pour autant partir sur vraiment de la politique budgétaire, ça va être intéressant d'aller sur la croissance économique, puisque et de faire bien le lien. Pourquoi la politique sociale, le fait de cotiser pour les retraites, les maladies, la pauvreté, en quoi ça peut relancer la croissance économique. C'est là que vous allez pouvoir mobiliser Keynes avec programme de première STMG, la propension marginale à consommer, qui est plus faible, plus élevée, je veux dire, chez les personnes qui ont moins d'argent. Donc quand on leur donne 1 euro de plus, ils vont plutôt le dépenser et plus facilement qu'une personne riche. Une personne riche, si on lui donne 1 euro de plus, il va plus facilement l'épargner que le dépenser. Et donc, ça va pas forcément relancer la croissance économique s'il l'épargne, puisque pour relancer la croissance économique, ça passe aussi par la relance de la consommation. Donc, il vaut mieux la donner à quelqu'un qui est plus susceptible de le consommer, puisque si il le consomme, ça fait que les entreprises vont produire plus, et donc ça va relancer la production et donc la croissance économique qui est mesurée par la somme des valeurs ajoutées des entreprises. Voilà, donc là je vous ai fait une petite démonstration économique sur le pourquoi et pourquoi la politique sociale et pourquoi elle relance la croissance économique. Donc si vous dites quelque chose, il faut bien l'expliquer. Donc une fois que vous avez fait ce raisonnement quintilien au brouillon, là, vous reprenez ce que vous avez mis, l'actualité, raisonnement quintilien, et vous allez préparer un plan détaillé. Donc là, je vous conseille de faire 2 parties, 2 sous-parties, une 50aine de lignes en tout, et de rédiger, une fois que vous avez fait votre développement structuré, de rédiger au brouillon l'introduction. Donc les parties, donc une première partie sur les enjeux, et une deuxième partie sur les limites et les contraintes. Donc les contraintes, c'est quoi? Ça va être l'impact sur les finances publiques, parce que ça coûte cher et qu'il y a des problèmes de dette. Donc ça, vous l'avez vu en vous posant la question de l'actualité. Le problème de financement et de soutenabilité, le fait de soutenabilité de la dette publique, et du coup de la politique sociale et du maintien de cette politique sociale. Une limite en termes de coût du travail, puisque comme il y a de fortes cotisations sociales en France sur les salaires, on dit en général que quand on embauche quelqu'un, il coûte 2 fois plus cher à l'entreprise. Alors c'est particulièrement vrai pour les salaires qui sont très éloignés du SMIC, puisque plus les salaires sont élevés, plus le coût du travail va être élevé, même proportionnellement parlant. Donc est-ce que y a un enjeu, de faire peser cette politique sociale sur le coût du travail, uniquement sur le travail, sachant que à l'opposé du travail, on a aussi le capital. Donc est-ce que on pourrait pas faire peser cette politique sociale sur le capital, par exemple? Et il y a un enjeu c'est plus une limite, mais qui a aussi un enjeu d'acceptabilité sociale.
Donc, quelle est l'acceptabilité dans la société de toujours faire peser cette protection sociale sur le travail? Donc ça, c'était les deux parties qu'on pouvait faire. Après, quand vous divisez en sous-parties, en fait, vous allez mettre autant d'arguments dans chacune des sous-parties. En fait, il faut que ce soit équilibré. C'est-à-dire, vous pouvez pas avoir une sous-partie avec un argument et une autre sous-partie avec 3 arguments. Si vous avez 2 arguments dans chaque sous-partie, il faudra que dans la deuxième partie, vous ayez aussi 2 arguments. Alors, il peut y avoir un léger déséquilibre, mais il ne faut pas qu'il y ait un gros déséquilibre. Donc moi, je vous conseille 1 à 2 arguments par sous-partie. Parfois, vous n'avez pas beaucoup de temps pour en mettre 2. Si vous en avez 2, vous les mettez, mais déjà, il en faut 1 à minima. Et un argument, c'est quoi? Un argument, c'est une idée, une explication de l'idée, avec appui sur un auteur et un exemple. Donc, il faut bien ces 3 éléments, pas forcément dans l'ordre, puisqu'aux élèves, on leur apprend la méthode AEI, j'affirme, c'est l'idée, j'explique mon idée, et ensuite je l'illustre avec un exemple. Donc, vous avez en plus l'auteur à indiquer, mais sinon, c'est la même chose que ce qui est demandé aux élèves. C'est j'affirme quelque chose, je l'explique, et en plus, je l'illustre. Donc là, je vais vous montrer un exemple d'affirmation d'idées avec ce que j'avais fait pour l'agrégation. Alors pourquoi je prends cette copie-là? C'est que j'avais forcément plus travaillé pour l'agrégation que pour le CAPET, donc le sujet est un peu plus développé et c'est plus que vous devez viser en termes d'argumentation. Ça vous montre un peu l'idéal vers quoi il faut tendre. Sachant que pour le CAPET, les attentes sont quand même un peu moins élevées que pour l'agrégation. Donc là, c'était ma copie d'agrégation en économie. Donc j'avais une première question sur une analyse de graphique et que je vous remontrerai après, une deuxième question de cours, et la troisième partie, c'était une argumentation sur la question: la transition écologique constitue-t-elle une menace pour l'emploi dans l'Union européenne? Donc là, je vais vous montrer comment j'argumente. Donc là, j'ai fait une introduction. Il n'y a pas besoin d'en faire une aussi grosse pour le CAPET. Une plus petite sera utile. Donc mettez bien des titres aux parties, grand 1, des titres avec démonstratif. Donc démonstratif, c'est-à-dire on va pas être dans la politique sociale et ses enjeux. Ça, c'est un titre qui n'est pas démonstratif. Un petit démonstratif, ce serait la politique sociale est nécessaire pour redistribuer. Là, on s'engage un peu plus et on va plus pouvoir argumenter à l'intérieur de la partie. Donc là, comment j'argumentais? Donc, grand 1, plus ensuite, je présente juste mes deux sous-parties. Donc, je mets bien mon titre et ensuite, je mets le titre de ma première sous-partie, donc le A. Donc là, j'ai bien la même chose. Et ensuite, je vais juste vous lire un argument. Donc, je vais vous lire l'argument sur ma deuxième sous-partie de ma première partie. Donc, mon argument, ma sous-partie, c'était: le protectionnisme écologique nuit à l'emploi dans l'Union européenne. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis partie de mon idée. Donc, mon idée, c'était il fallait que je trouve des idées qui montrent que le protectionnisme écologique nuit à l'emploi dans l'UE. Et là, je voulais montrer que le protectionnisme à l'américaine pouvait nuire à l'emploi dans l'Union européenne. Donc, comment j'ai démontré ça? Donc, je suis partie d'une actualité, c'était les États-Unis sous Joe Biden ont relancé de fortes politiques industrielles pour financer leur transition écologique. Donc ça, c'est le début de mon idée. Ensuite, je l'explique, c'est Bidenomics, donc c'est ces mesures dont font partie l'Inflation Reduction Act, à près de 400 milliards de dollars. Contrairement à ce que laisse penser son nom inflation, il ne vise pas à réduire l'inflation, mais à soutenir l'industrie américaine. Donc là, j'explique, sous forme de crédit d'impôt, les ventes de véhicules électriques sont soutenues dans la mesure où elles sont américaines. Cette loi est protectionniste car il s'agit de subventions remettant en cause les principes de l'OMC et nuit aux industries européennes exportatrices de véhicules.
Donc là, j'explique qu'est-ce que c'est que cette loi et en quoi c'est une loi protectionniste qui va nuire à l'emploi en Europe. C'est particulièrement l'Allemagne qui est impactée, qui produit et exporte beaucoup de véhicules via ses marques comme Opel ou Volkswagen aux États-Unis. L'Allemagne, j'illustre, a d'ailleurs connu une récession en 2023. Alors là, j'aurais pu illustrer encore plus en montrant que il y avait même des plans sociaux chez Volkswagen en Allemagne. Donc là, je montre bien que des mesures protectionnistes aux États-Unis peuvent impacter l'emploi dans l'Union européenne. Voilà, c'était pour vous montrer comment j'affirme une idée, comment je l'explique et comment je l'illustre. Alors là, typiquement, vous allez me dire, mais où est l'auteur? Effectivement, j'avais pas d'auteur pour cette idée-là. Si vous n'avez pas d'auteur, c'est pas grave. Vous voyez, même pour l'agrégation, le plus important, c'est l'idée et l'explication de l'idée. L'auteur, il vient dans une deuxième partie, si vous en avez un. Là, j'aurais pu mobiliser un auteur comme Litz sur le ou comme sur le protectionnisme, ou comme Caldor sur la protection des industries naissantes. Je l'ai pas fait parce que vous allez voir qu'on manque beaucoup de temps dans ces épreuves, mais ça m'a pas empêché d'avoir quand même une note tout à fait correcte. Donc voilà, même si vous n'avez pas d'auteur, n'ayez pas peur. Le plus important, c'est l'argumentation et l'explication de l'idée. Qu'est-ce que je démontre en fait? Donc ensuite, vous allez faire, une fois que vous avez fait donc votre argumentation, donc vous mettez bien 1 ou 2 arguments par sous-partie, vous allez faire une petite conclusion. Donc 10 lignes maximum, mais parfois c'est 5 lignes. Donc c'est vraiment le maximum. L'introduction est la conclusion est toujours plus courte que l'introduction. Donc dans la conclusion, qu'est-ce que j'ai? J'ai une synthèse de mes deux parties. Qu'est-ce que j'ai dit dans mes deux parties, hein? Donc je peux reprendre les idées des sous-parties. Et ensuite, je fais une petite ouverture. Donc je vais vous montrer mon exemple d'ouverture. Qu'est-ce que c'est? Donc là, je termine. Donc j'ai fait une synthèse de ce que j'ai dit. Et à la fin, je mets « Il faudrait peut-être utiliser plutôt d'autres indicateurs comme l'IDH pour améliorer le bien-être des populations, tant en favorisant l'emploi et la transition écologique. » Alors, c'est pas la meilleure ouverture qu'on puisse faire. Peut-être on aurait pu faire une ouverture différente, mais c'est vrai que en général, voilà, on manque de temps, donc on n'a pas forcément une idée, une idée d'ouverture sur un autre sujet, sur un sujet connexe, toujours très pertinent. Mais l'idée, c'est voilà, on montre. Donc là, j'ai parlé de l'IDH parce que j'ai pas parlé de l'IDH dans mon sujet, un sujet qui est connexe et qui pourrait être traité dans une autre question de dissertation en fait. Donc ça c'est l'idée. Donc on synthétise et ensuite on met une ouverture. Alors si vous n'avez pas le temps, vaut mieux pas d'ouverture qu'une mauvaise ouverture. Donc n'en mettez pas si vous n'en avez pas. Mais toujours est-il que c'est un petit plus. Et si vous avez le temps, essayez de la faire. Donc voilà pour la question, les questions d'économie. Je voulais juste rajouter dans les questions de cours maintenant. Donc les questions de cours ou d'analyse de graphique. On pourrait même ajouter. Donc là, qu'est-ce qu'on avait au sujet au CAPET? On avait 2 sous-questions. On avait rappeler les notions de PIB, de dépenses de consommation finale, et montrer l'interdépendance de ces 2 agrégats. Et ensuite, on avait analysé l'évolution du PIB et de ses composantes pour la période 2019-2022. Donc, de la même façon, je vais reprendre mon rapport de jury et vous montrer ce qui était attendu. Donc, pour la première question, rappeler les notions de PIB et de dépenses de consommation finale, montrer l'interdépendance de ces 2 agrégats. Les candidats sont amenés à mobiliser leurs connaissances pour définir les notions de base, PIB et dépenses de consommation finale. Donc ça, toujours, même que ce soit dans une question, comme je vous l'avais dit, sur décrypter la consigne, toujours définir les notions. Peu importe le sujet, qu'on soit dans une question d'analyse, qu'on soit sur une question de dissertation, on commence par définir. Donc là, il vous le redit bien, définir les notions de base. Donc dans ma question, vous aviez PIB et dépenses de consommation finale qu'il fallait définir. Et ensuite, quand on vous demande de montrer l'interdépendance de ces 2 agrégats,
là, il va falloir montrer le mécanisme économique qui fait que le PIB peut influencer les dépenses de consommation finale et montrer que les dépenses de consommation finale peuvent influencer le PIB. Donc là, vous avez facilement deux petites parties qui se dégagent. Donc là, il vous dit mobiliser les mécanismes économiques pour montrer comment la consommation finale alimente la croissance économique car elle génère de la demande pour les entreprises et donc de la création de richesses. Et là, vous voyez, il dit les candidats ont souvent une maîtrise approximative des notions étudiées. L'interdépendance des deux agrégats était peu démontrée, souvent par méconnaissance de ce que représente la consommation finale. D'où l'importance de bien connaître les notions des programmes. Consommation finale, c'est dans le programme de première STMG en économie. Donc, tout le programme de première STMG en économie, c'est toutes les notions de base à connaître en économie. Donc, vous reprenez le bulletin officiel, quand je vous expliquais dans ma première étape par où commencer. Et il faut que vous ayez une définition de toutes les notions d'économie. Il faut que vous sachiez à quoi ça correspond une consommation finale. Donc là, il vous dit que ça dans le rapport de jury. Et donc, comme vous êtes sur une question de cours, je vais vous montrer. Donc, moi, ce que je vous conseille, c'est de faire deux grandes parties. Donc, l'impact de l'un sur l'autre, parce qu'on c'est interdépendant. Ça veut dire qu'il va falloir montrer d'un côté comment la croissance impacte la consommation finale et ensuite comment la consommation finale impacte la croissance. Donc, 5 lignes d'introduction maximum, les deux parties structurées. Là, je vous ai mis attention si c'est un graphique, à bien présenter le graphique. Et ça, je vous le montrerai pour la deuxième question. Et 3 petites lignes de conclusion. Donc, on va passer tout de suite à la question d'après. Analyser les données relatives à la période 2019-2022. Pour la première question, l'annexe, elle vous sert uniquement pour l'illustration de votre propos. Là, on vous demande vraiment d'analyser l'annexe. Donc, si je reprends l'annexe, vous allez retrouver ces termes en fait de consommation finale. Donc, vous allez pouvoir reprendre ces éléments-là. Donc là, ce qui est important quand vous avez une annexe comme ça, c'est de bien la présenter. De quoi on parle? Alors, dans la deuxième question, il vous disait analyser l'évolution du PIB et de ses composantes pour la période 2019-2022. Alors attention, parce que votre annexe, elle vous parle pas de la même période. En fait, elle est sur 2007 à 2022. Donc là, il y a un petit risque à faire un hors-sujet, parce qu'on vous demande 2019-2022. Donc vous pouvez utiliser les éléments d'avant pour comparer, mais c'est vraiment 2019-2022 qu'il va falloir analyser. Donc il vous dit, les candidats devaient constater la chute du PIB sur la période et l'expliquer par le contexte de la crise sanitaire et de la Covid. Puis ils devaient expliquer l'impact de ce contexte sur l'activité économique en mettant en avant les mécanismes économiques en jeu. Impact sur les agents économiques, la consommation, l'investissement et le commerce extérieur. Les candidats pouvaient également relever l'autre année de récession 2009 et comparer les deux crises, l'une endogène, l'autre exogène. Donc vous voyez, il y a vraiment l'analyse de la période 2019-2022 et on peut comparer avec la période 2009, mais c'est pas le sujet. Le sujet, c'est vraiment la période 2019-2022 qu'il faut analyser. Donc là, si vous avez des auteurs sur la croissance endogène ou exogène, pour la croissance exogène, ce sera plutôt Solow avec le modèle de Solow, avec le résidu de Solow. Pour la croissance endogène, ça va plutôt être des auteurs comme Becker avec le capital humain, par exemple, que vous pourrez mobiliser aussi dans cette analyse-là. Donc quand vous avez le tableau comme ça, n'hésitez pas à faire vraiment une introduction où vous présentez et où vous définissez les notions. Alors vous allez peut-être pas avoir le temps de définir formation brute de capital fixe et l'ensemble des agents économiques, mais montrer que vous savez ce que c'est que la consommation finale et montrer que vous savez comment la définir. Et utiliser des chiffres aussi dans votre analyse. Donc, montrer que vous savez ce que ça veut dire 2,5 là de PIB en 2022. Comment vous lisez ce chiffre? Donc là, le PIB, il est de 2,5% en 2022. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Évolution du PIB brut et de ses composantes par rapport à l'année précédente. Ça veut dire que le PIB, il a augmenté de 2,5% par rapport à l'année d'avant. Tout simplement.
si vous lisez un autre chiffre, donc là on voit les chiffres de la crise sanitaire, 2020, on voit qu'il y a un chiffre négatif sur la consommation finale. On voit que la consommation finale a diminué de 5,9% en volume par rapport à l'année 2019. Donc ce tableau, il n'est pas forcément simple à lire au premier abord, et vous avez vraiment les notions du circuit économique et de l'équilibre emploi-ressources qui est vu en première STMG qu'il faut revoir pour pouvoir l'expliquer et faire le lien aussi avec les données, notamment là on voit la baisse des exportations. Comment on analyse un graphique? Pareil, je vais vous montrer ce que j'avais fait à l'agrégation, puisque j'avais une question au sujet d'agrégation qui était commenter les graphiques présentés, puis analyser l'impact de l'évolution de l'industrialisation dans la zone euro et sur l'emploi et sur l'environnement. Donc on commence. Le document 1, donc là on met son titre, présente 2 graphiques. Le premier graphique représente la part de la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière dans le PIB en France de 2007 à 2021. On définit. La valeur ajoutée correspond à la création de valeur par les agents économiques. Comment elle se mesure? Par la différence entre le chiffre d'affaires et les consommations intermédiaires pour les sociétés non financières à but lucratif, et elle se mesure par les coûts de production pour les administrations publiques. Le PIB correspond à la somme des valeurs ajoutées pour un pays. Donc vous définissez aussi, vous présentez le graphique et vous définissez les termes principaux. Et ensuite, vous faites votre petite analyse. Donc là, on constate que la valeur ajoutée de l'industrie manufacturière est passée de 11,8% en 2007 à 8,9% en 2021, soit une baisse de près de 3 points de pourcentage. Et après, je passais au graphique suivant. Alors, j'allais très vite sur la présentation des graphiques parce qu'il y en avait énormément à présenter, mais l'analyse peut être encore plus détaillée. Et pour vous, pour la question qu'il y avait au CAPET sur ce graphique-là, il faut bien détailler et bien faire le lien avec avec ce qu'on attendait de vous. Et qu'est-ce qu'on attendait de vous? 2 choses. Déjà, rappeler les notions de PIB, montrer l'interdépendance des 2 agrégats dans la première question. Et dans la deuxième question, analyser l'évolution du PIB de ses composantes pour la période 2019-2022. Donc, qu'est-ce que le PIB? De quoi il est composé et quel est l'impact, comment ont évolué ces deux composantes, avec une partie sur la croissance endogène et une partie sur la croissance exogène. Voilà, si vous avez d'autres questions complémentaires, n'hésitez pas. Pour la partie économie, je pense qu'on a fait à peu près le tour, sachant que le sujet 2024 était, pour les questions d'analyse de graphique, était assez complexe. Alors ne vous inquiétez pas, si vous avez un tableau comme ça qui est complexe, il sera complexe pour les autres aussi. N'oubliez pas que c'est un concours. Donc si c'est un concours, si c'est dur pour vous, c'est dur aussi pour les autres. Et ne perdez pas trop de temps, essayez de déchiffrer un graphique. S'il vous manque des notions, si vous trouvez que c'est trop compliqué, passez au droit, passez au management, et puis essayez de faire mieux la première question. Par exemple, exposer les enjeux des politiques sociales. Concentrez-vous sur les questions que vous maîtrisez, qui vous inspirent le plus, et pour bien les développer, bien les traiter. Et voilà, si vous bloquez sur une question, n'oubliez pas que vous avez très peu de temps pour répondre. À 30 minutes, ça passe très vite. Donc allez, faites au plus simple. Et je vous dis à tout de suite pour le parti droit.